On accueille aussi Régis Le Sommier, grand reporter, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonsoir Régis. Bonsoir Stéphanie. Alors on va parler avec vous de la visite de Jill Evans au Groenland. Ça tourne un petit peu au bras de fer. La diplomatie danoise a effectivement peu apprécié la virulence des critiques du vice-président américain à son endroit. Je vous propose tout d'abord d'écouter Jill Evans avant de vous faire réagir. Notre message au Danemark est très simple. Vous n'avez pas fait du bon travail pour le peuple du Groenland. Vous avez sous-investi dans la population du Groenland et dans la sécurité de cette incroyable et magnifique masse continentale peuplée de gens incroyables. Il faut que cela change. Il y a eu tout de suite des réactions de la part de la première ministre danoise et de la plupart des politiques danois, en effet. Ce qui est très intéressant quand même dans cette visite, c'est que d'abord, elle se situe d'abord dans une base qui est située tout au nord et qui est une base qui est contrôlée par les Américains depuis 1951. Donc, Jill Evans ne va pas, on va dire, dans la ville de Nuuk, par exemple, qui est la capitale du Groenland, se promener et prendre la température. C'est le cas de le dire, auprès de la population inuite. Il est accueilli par des soldats américains, il se retrouve dans une sorte de petite Amérique, comme vous savez, toutes ces bases américaines, c'est la copie conforme de ce qu'on a à domicile avec tous les restos, etc., etc. Et donc, il s'adresse finalement aux soldats américains en prétendant finalement parler au nom du Groenland, au nom de la population du Groenland. Mais ce qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'il utilise des griefs qui ont été faits par cette même population d'Inuits, à peu près 50 000 habitants, vis-à-vis de l'autorité de tutelle, c'est-à-dire des Danois. Et il y a eu des épisodes noirs dans les relations entre le Danemark et le Groenland, notamment les processus de stérilisation des Inuits dans les années 60. Il y a eu ça, il y a eu aussi effectivement le fait que ce soit une population extrêmement pauvre, même si elle bénéficie de soins assez intéressants de la part du Danemark. Pour autant, ont-ils envie d'être américains ? Ils ont envie d'être indépendants, mais peut-être pas américains. La vraie question, c'est que oui, il y a un fort mouvement indépendantiste au Groenland depuis un petit moment, et évidemment, Jill Evans joue là-dessus quand il dit le Danemark n'a pas fait du bon travail auprès de la population du Groenland. Évidemment qu'il va jouer là-dessus. Maintenant, la vraie question aussi, c'est que même si dans la tête de Jill Evans, il s'agit de satisfaire aux souhaits de Donald Trump, il le dit plusieurs fois, il dit Donald Trump a le désir de prendre, et le désir pour lui, ça veut dire en gros positionnement stratégique, parce que c'est là où tout repose. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que Poutine lui-même a parlé de cette visite et de cette obsession de Donald Trump pour le Groenland en disant qu'il sentait que c'était quelque chose de très sérieux, qu'il fallait prendre Trump au sérieux, mais qu'il craignait que cette prise du Groenland par les États-Unis, si elle a lieu, ne s'inscrive dans une perspective d'un conflit futur autour des pôles. Et on sait que c'est une région extrêmement convoitée, tant pour les routes maritimes que pour les ressources. Et c'est l'avant-poste de la défense antimissile américaine, la trajectoire la plus courte des missiles en provenance de la Russie aussi. Tout à fait. Cette base de Thulé a été pendant la guerre froide, elle a commencé pendant la guerre froide, et elle a failli être intégrée au bouclier antimissile à l'époque de George Bush. Donc elle a une valeur véritable, et évidemment les Américains voudraient renforcer encore leur présence au Groenland. Alors, la vraie question, ce qui n'est pas résolu, c'est veulent-ils territorialement prendre le Groenland? Oui, évidemment, c'est ce qu'on se pose. Jusqu'où peuvent-ils aller? Parce que ils ont évidemment exclu les armes, mais enfin, c'est vrai qu'on peut toujours se poser légitimement la question. Tout à fait. Et puis vous savez, dans l'histoire américaine, les annexions de territoires sont nombreuses. Et quand on regarde pour les territoires polaires, en 1867, par exemple, les États-Unis avaient acheté l'Alaska à la Russie à l'époque pour 1,8 milliard de dollars. Et donc, il est tout à fait envisageable que Trump se dise je vais acheter le Groenland, ou en tout cas, je vais, on ne sait pas encore comment va se formaliser, mais on sent bien que là, il y a quelque chose aussi qui est, et je terminerai là-dessus, qui est quand même aussi révélateur de la faiblesse des Européens et des Danois, par exemple.
quand vous avez un géant comme ça américain qui veut préempter une terre qui vous appartient, comme le Danemark, eh bien, vous avez donc des protestations, mais le lendemain, le ministre de la Défense danois dit on va quand même acheter des F-35 américains. Ouais. Donc, si vous voulez, comment vous pouvez résister à ça quand vous-même, au niveau de l'armement, vous allez continuer à acheter ça veut dire peut-être qu'il y a un levier quand même. Est-ce que selon vous, il y a un levier commercial? Vous disiez, voilà, les États-Unis peuvent acheter des territoires. Est-ce qu'ils sont à vendre tout simplement? Alors eux disent que non, mais est-ce qu'il y a quand même peut-être un levier? Mais évidemment, il y a une puissance américaine qui est incroyable, et on est en train de s'en rendre compte. Pas l'histoire du conflit autour du Groenland, du Danemark et des États-Unis est un épiphénomène autour d'un phénomène bien plus important, qui est le fait que les États-Unis sont véritablement en train de nous tourner le dos. Ils nous tournent le dos sur la guerre en Ukraine, et on a beau s'agiter dans tous les sens et proposer des solutions pour maintenir l'Ukraine à flot, on sait très bien que sans l'armement américain, sans le renseignement américain, on ne pourra rien faire. Et donc Donald Trump reste toujours et a énormément de cartes en main, et actuellement il est en train de pousser, de se mettre dans une posture ultra agressive pour montrer que il a bien l'intention d'aller jusqu'au bout. Bah justement, Régis, vous me parlez de l'Ukraine, vous m'offrez cette transition toute trouvée, les cartes en main dont il espère bien profiter, puisque la gourmandise américaine ne s'arrête pas là. Il y a une nouvelle mouture de l'accord sur l'exploitation des minerais en Ukraine. Les Américains veulent imposer d'échanger donc ces minerais, et maintenant il est question aussi de pétrole et de gaz. Donc ça va encore plus loin et sans garantie de sécurité à l'endroit de l'Ukraine. Je crois que vous savez, les garanties de sécurité, d'après ce qu'a dit Trump et ce qu'a dit son administration, en particulier Pete Hegseth, son ministre de la Défense, c'est que ça va être finalement aux Européens de prendre la place, et tout en sachant que les Européens n'ont pas les moyens de prendre la place. Donc Trump exerce une pression sur Zelensky en disant si tu veux conserver ce que tu as d'Ukraine actuellement et que Poutine n'aille pas plus loin, signe l'accord, sinon nous on s'en va. Donc le vrai bras de fer, il est là aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un deal économique avec une finalité, un impact réel sur la guerre. Et on sait très bien qu'aujourd'hui l'Ukraine ne peut pas tenir. Alors d'abord sans le renseignement, je l'ai expliqué, américain, sans la fourniture d'armes. Pendant 3 ans, les Américains ont donné à l'Ukraine 70 milliards de dollars d'équipement et d'armement. C'est plus que n'importe quel autre allié de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, si les États-Unis arrivent et décident de ne plus donner d'armement et de ne plus soutenir l'Ukraine, l'Ukraine va s'écrouler. Donc et c'est pas en envoyant des forces ou en essayant de compenser au niveau européen. On est à peine au début de notre reset de politique de défense, c'est-à-dire on va commencer à se réarmer. On a enfin compris qu'on ne pouvait pas vivre éternellement à l'abri du parapluie américain et se protéger derrière. Donc aujourd'hui, on a compris ça, mais avant que ça se matérialise, il faudra 5 ou 10 ans. Or aujourd'hui, la guerre en Ukraine, c'est une affaire de 6 mois, 1 an maximum. Et donc là, le vrai Donald Trump sent bien qu'il a l'avantage. On l'a vu dans cette véritable humiliation qu'il a fait subir à Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. Et il a voulu lui dire, soit tu signes, soit on te laisse tomber. Là, il semble que Volodymyr Zelensky essaye de se reporter sur les Européens, mais on le sait très bien, les Européens n'ont pas les moyens de prendre la place des Américains. Ils ne pourront pas rivaliser avec ce que les Américains ont apporté à l'Ukraine, et donc fatalement le front, qui est déjà extrêmement fragile, peut s'écrouler à tout moment. Les Russes sont repartis dans une dynamique avec un tempo opérationnel bien plus avancé en ce moment, surtout depuis le retrait de Koursk des Ukrainiens. Donc là, on est en train d'assister à presque l'heure de vérité, je dirais.
et Trump en profite pour pour en demander toujours plus, en tout cas. Régis Le Sommier, et puis on va donner aussi la parole à nos deux chroniqueurs de la deuxième heure. Je voulais vous faire réagir. Vous parliez d'agressivité de Donald Trump. En tout cas, aujourd'hui, les entreprises françaises ont eu quelques surprises. Ils ont reçu une lettre. Ce sont les confrères des Échos qui rapportent ça. Une lettre dans laquelle il leur est demandé de renoncer à toute pratique de discrimination positive s'ils souhaitaient répondre à des appels d'offres de l'État fédéral. Donald Trump avait prévenu, il voulait la fin du wokisme. C'est vraiment un combat idéologique qu'il compte mener à bien? Oui, parce que ce qu'on n'a pas tout à fait vu avec Donald Trump jusqu'à présent, on ne voit que la question des intérêts américains qu'il a décidé pour lesquels il a décidé de mener une bataille partout dans le monde, en s'imposant, en faisant coïncider l'économie et la diplomatie. Ça, c'est assez nouveau comme concept, mais c'est vraiment l'optique de Trump, c'est-à-dire on agit diplomatiquement à partir du moment où ça nous rapporte économiquement. Et donc ça, on a vu cet aspect-là, mais on n'a pas vu la croisade idéologique qu'il y a derrière. Je m'en réfère au discours de J.D. Vance à Munich il y a un mois, qui a surpris tout le monde, parce qu'on s'attendait à ce que ça parle de l'Ukraine, à ce que ça parle des nouveaux rapports entre la nouvelle administration, ses alliés, etc. Pas du tout, ça a été une critique vent debout contre ce qui est devenu l'Europe, et donc évidemment contre cette permissivité à cette idéologie qui a existé aussi beaucoup aux États-Unis, et d'ailleurs venue des États-Unis, qui est le wokisme. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même que ils essayent d'utiliser l'extraterritorialité dont on connaît les fléaux jusqu'à présent quand il a été utilisé par les États-Unis, mais là dans l'idée de cette croisade idéologique, ils font pression sur les entreprises françaises, et les ministres réagissent en disant ce ne sont pas nos valeurs. Mais je pense que quand j'entends Clément Beaune dire ce ne sont pas nos valeurs, moi j'aimerais entendre Clément Beaune nous dire oui, mais nos valeurs, c'est pas exactement le wokisme non plus. Vous voyez, et je suis d'ailleurs assez époustouflé de voir que on ne fait pas de différence. En fait, si vous voulez, ce que Donald Trump veut éviter, c'est que les entreprises avec lesquelles il commerce utilisent des phénomènes de non-discrimination, mais c'est-à-dire de discrimination positive, parce qu'il a décidé de tourner le dos à cette idéologie.